bonheur aujourd'hui d'accueillir le dernier intervenant de la journée. Alors, la question est, comment nous sommes-nous rencontrés? Alors là, c'est une petite anecdote. J'ai le bonheur d'aller assez régulièrement au Québec. Et un jour, Lise Cardinal me dit, enfin, tu es là un jeudi, je vais t'emmener au jeudi clandestin. Je me dis, un jeudi. Je vais vivre l'expérience d'un jeudi clandestin. Et j'arrive au jeudi clandestin. Et c'est vraiment quelque chose que fait Lise et qu'elle adore. Et tous les gens viennent avec un invité. Et une des personnes invitées était Hugo, qui est un étudiant du professeur Laurent Simon. Et sa première phrase a été « Je travaille dans la créativité ». Je me suis dit, ben tiens, on travaille sur la créativité, il y en a qui travaillent dans la créativité, c'est merveilleux. Et donc j'ai écrit un petit portrait d'Hugo. Et puis, il m'a vivement recommandé d'inviter Laurent Simon, ce que j'ai immédiatement fait. HEC Montréal, pendant des années, ne figurait dans aucun, vous savez, ces classements des meilleures universités, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que pour figurer dans ces classements, il fallait envoyer un dossier. Et là, personne n'avait envie. C'est véridique. Enfin, personne n'avait envie de passer du temps à remplir un dossier. Et donc un jour ils se sont dit quand même, donc ils ont engagé quelqu'un à mi-temps qui remplit maintenant les dossiers. Ils sont dans le top 10 des meilleures business schools du monde. J'ai le bonheur d'inviter Laurent Simon. Merci beaucoup pour cette gentille introduction. Mesdames, messieurs, chers amis, alors c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'allais raconter l'anecdote de Hugo Steben, mais dans le métier que je fais, un grand bonheur, c'est d'avoir de brillants étudiants. Et donc les étudiants qui font des choses, qui agitent aussi, qui jouent souvent le rôle de perturbateur, même pour nous. On peut avoir tendance des fois à s'endormir sur notre statut académique. Alors tout d'abord, je vais commencer par un mot de remerciement. Bien sûr à notre hôtesse aujourd'hui, mais aussi à l'équipe qui est en appui. On les a vus courir un peu partout aujourd'hui, Diane et Quentin en particulier, qui font un travail vraiment professionnel. Ceci étant dit, je vais vous parler aujourd'hui brièvement de ce que nous essayons de mieux comprendre, de réfléchir à HEC Montréal avec quelques collègues, et pas seulement à HEC Montréal, aussi dans divers endroits du monde que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors je vais procéder en 3 étapes, et puis comme il me revient la lourde tâche de presque conclure cette journée, je vais essayer de ne pas vous assommer avec des concepts théoriques, même si je vais en partager quelques-uns, mais de vous amener à synthétiser peut-être ce que vous avez vécu, partagé aujourd'hui. Alors, cette chose va me bénir, probablement, voilà. Alors, première chose, je ne suis pas sûr qu'on voit tout ce que j'avais envoyé, d'accord? C'est pas tout à fait ma présentation. Je vais vous présenter un dessin que j'ai trouvé sur le web qui s'appelle « Le chasseur de la pierre de folie ». Et je pense que c'est un peu le travail que je fais. Comme professeur, je ne me prétends pas nécessairement créatif. Je peux l'exprimer dans diverses situations, cette créativité, mais j'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière ça. Et c'est un phénomène, souvent, vous savez, c'est un lieu commun. Quand on parle de créativité, les gens vont vous dire « Ah, il faut être inspiré » ou « c'est le truc de l'artiste », etc. Le grand bonheur qu'on a avec mes collègues ces dernières années, c'est de réaliser que c'est un phénomène extrêmement complexe. En même temps, c'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, on va essayer de voir aussi d'où ça vient. Première idée, c'est pas un hasard si tout le monde s'intéresse à la créativité aujourd'hui. Il y aurait un ensemble de références que je pourrais vous citer. On travaille en ce moment à Strasbourg avec un postdoc qui essaie de regarder la progression des publications sur le thème de la créativité en gestion, en économie, en stratégie, sur à peu près les 10 dernières années. C'est très simple, la courbe elle est exponentielle. Pourquoi cet intérêt? Cet intérêt, il vient du fait que, réponse simple et complexe, le monde change. Le monde change dans quel sens? Si on regarde l'univers économique, le constat qu'on est amené à faire, c'est que si on veut comprendre les sources de la création de valeur, il faut remonter en amont des processus. Alors pendant longtemps, tout le 19e siècle, finalement, c'est ça, c'est l'efficacité productive, c'est Taylor, c'est le Fordisme, c'est la chaîne de montage. Et puis on s'est rendu compte, si on voulait être plus efficace, il fallait travailler les processus, faire en sorte que les équipes apprennent,
que pour que les équipes apprennent, il fallait gérer de l'information, que si on voulait que cette information soit intégrée, il fallait gérer des savoirs, que ces savoirs, il fallait qu'ils soient possédés et actés par les individus et donc qu'ils soient transformés en connaissances, donc il fallait gérer les connaissances. Aujourd'hui, on se rend compte que les connaissances, il faut qu'elles évoluent, elles aussi, en fonction des défis auxquels nous sommes confrontés, donc il nous faut être créatifs. D'autres analystes et des grands, Jeffrey Immelt, président de General Electric, Steve Ballmer, qui dirige effectivement Microsoft aujourd'hui, parle d'un reset, d'une situation de crise généralisée, pas seulement économique et financière, mais aussi une crise des organisations, une crise des institutions, qui doit nous amener à penser autrement nos façons de travailler, nos façons de faire. Donc cette situation de crise, vous savez, la crise c'est une opportunité, hein, c'est pas la fin du monde. Alors qu'est-ce qui a changé du point de vue du management? Mais ce qui a changé, c'est ça. Pendant longtemps, l'individu était un rouage de la mécanique. Et puis, on ne voulait surtout pas qu'il pense. Même chez Taylor, hein, on l'a écrit en toute lettre chez Taylor, on ne veut surtout pas que l'ouvrier taylorien pense. On ne veut pas qu'il réfléchisse. Quand il commence à réfléchir, c'est le grain de sable dans la machine. De fait, aujourd'hui, les choses ont changé. Les organisations, le régime, si vous voulez, économique, on est passé d'une logique d'efficacité productive à une logique d'intensité créative. Quelle différence ça fait en termes de management? Celle-ci. Les individus vont faire une différence. Les individus et la capacité des organisations à intégrer la diversité, à faire en sorte que les individus travaillent ensemble. Apprennent à se connaître et travaillent ensemble. Le travail lui-même a changé. Ça, je tire ça d'un petit bouquin qui n'a pas fait énormément de bruit, mais dont j'aimais bien le titre. Leading Geeks. Comment on fait pour gérer des geeks? Comment on fait pour gérer la nouvelle génération de techno-créatifs? Tout d'abord, il faut comprendre la nature du travail créatif et du travail techno-créatif. Première idée, l'échec est normal. Essayez de faire passer ça dans le management classique, c'est difficile. L'échec est normal et inévitable, parce que c'est en se trompant qu'on va apprendre. Donc, comme manager, est-ce qu'on est capable d'autoriser l'échec? L'ambiguïté règne. Si vous voulez de la clarté, si vous voulez un univers lisse et propre, ne travaillez pas sur la créativité. La créativité, c'est messy, c'est un peu sale, c'est très organique, c'est ce qui fait son charme. Une idée aussi très simple et intéressante, savoir quoi faire est plus difficile que savoir le faire. Donc le travail sur la conception, le travail sur la finalité est beaucoup plus exigeant. Une fois qu'on a compris ce qu'on veut faire, le mettre en œuvre, c'est pas si compliqué. On a des méthodes pour ça. On est déterminé par ce qu'on ne sait pas dans l'univers de la création. Donc l'investissement véritable de la gestion doit se faire sur l'exploration, l'apprentissage, la maîtrise de nouvelles approches. Dans ces univers-là, on se doit d'être concentré, la passion est un moteur, recruter des passionnés. C'est difficile à gérer, mais recruter des passionnés. Ils vont toujours vous en donner plus que ce que vous attendez. Quelle est la limite entre travail et loisir? J'ai oublié le prénom là, du monsieur de Abonobo ce matin, mais on sent bien que c'est comment? Surad, on sent bien que c'est pas, en québécois, on dirait que c'est pas juste un job. Quand on entend Monsieur Locke, c'est pas juste un job, c'est pas juste un petit travail, c'est votre vie qui s'exprime là-dedans. Trouvez les emplois qui vous correspondent, trouvez les projets qui vous correspondent, et de fait, vous allez être naturellement créatif. Donc quand vous recrutez aussi, recrutez des gens qui vont fitter, qui vont être en adéquation avec ce que vous voulez leur faire faire. Une grande frustration de la gestion. Dans les univers créatifs, les employés en savent plus que les managers. Donc le rôle du manager, c'est d'orchestrer, c'est de coordonner, c'est pas nécessairement de leur dire quoi faire. Peut-être définir les limites du terrain de jeu, mais pas leur dire quoi faire. On ne peut pas réussir seul dans les univers créatifs, c'est très rare. C'est très rare. Ça, c'est un vieux mythe, hein, le génie créatif, solo. Ça va quand on parle de Léonard de Vinci ou de Pasteur, et encore. Hein. Toutes les études sur les prix Nobel montrent que la plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas travaillé seuls, qui sont appuyés par des équipes. Dans cet univers, on se nourrit de problèmes. Donc si vous n'aimez pas les problèmes, il y a probablement des univers beaucoup plus tranquilles que ça. Et le créatif, le créateur, c'est quelqu'un qui va générer de nouveaux problèmes. Quand il trouve une solution, une fois que la solution est trouvée, c'est plus amusant. Donc il va falloir de nouveaux problèmes. Évidemment. Quand est-ce que c'est fini? C'est jamais fini. Donc là, pour le coup, le rôle du management, c'est de dire voici quels sont les deadlines, voici quels sont les budgets, voici quel est le système de contraintes au sein duquel vous allez travailler. Et puis les deux derniers, bon ça c'est... Non, on ne contrôle pas la créativité. Oui, on peut l'encadrer. Oui, on peut l'accompagner. Oui, on peut la supporter. On peut la cultiver. Et les prévisions sont toujours fausses. Donc, quand on vous donne un projet au départ en disant voici votre budget, voici quel est le délai et ça doit faire ça, ça ne marchera jamais de cette façon-là. Hein. Techniquement, dans les projets de développement informatique, 94% des projets, c'est des études du Standish Group, se font hors budget, hors spec ou hors délai. Seulement 6% des projets se font dans le fameux triangle de fer de la gestion de projet.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre. Il faut être capable de suivre ce que vous avez dépensé live, il faut être présent, il faut être attentif, utiliser les approches de StageGate par exemple. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les gens qui vont vouloir entrer dans ce travail-là ont développé avec le temps des compétences un peu différentes. Celui-là, il fait peut-être un peu peur, mais c'est un travail qu'on a publié il y a quelques années, qui dit au fond quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle génération. Ces fameux geeks, ces nouveaux connectés, ces digital natives. Mais dans les faits, c'est des gens qui sont nés dedans, hein, comme Obélix, là j'en parlais un peu plus tôt avec quelqu'un aujourd'hui, ils sont nés dedans. Moi ça me fascine toujours de voir que mes étudiants sont nés après les premières consoles de Nintendo. La plupart aujourd'hui sont nés après la première faillite d'Atari, 1983. Ils sont nés après la création de l'Internet, bien après pour la plupart. Hein. Donc ils sont nés dedans, ils baignent dedans, pour eux c'est quelque chose d'absolument naturel. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Mais ils utilisent les potentiels de ces outils-là. Première idée, la machine, comme elle fait partie de nous, c'est pas elle qui va nous dire quoi faire. Donc la plupart du temps, on va essayer de faire en sorte que la machine s'adapte à mes besoins, et non pas que j'adapte mes besoins à ceux de la machine. Donc c'est ce qu'on appelle le hacking, hein, le détournement. Qu'est-ce que ça définit aussi? Des pratiques cognitives qui sont typiquement de l'ordre du bricolage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une numérisation, on est capable de coller ensemble de la musique, de l'image, du mot, de les faire bouger, développer de l'interactivité. Ces compétences-là sont presque totalement intégrées par cette nouvelle génération. Alors qu'est-ce qu'ils font? D'échantillonnage, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ceux qui réussissent dans ces univers-là sont ceux qui sont capables de développer ce qu'on avait baptisé de la vraie techno-création, c'est-à-dire des contenus originaux, mais qui sont aussi porteurs de sens. C'est peut-être un des secrets de la créativité, hein, d'amener dans ce qu'on développe à la fois de la connaissance analytique, de la connaissance synthétique, mais aussi de la connaissance symbolique. Je pense que c'est une différence majeure de l'économie qu'elle est en train de se dessiner. On veut être capable d'être reconnu aussi dans les produits qu'on développe, et ces produits-là sont des moyens d'expression. Autoriser ces geeks et ces techno-créateurs à s'exprimer, là aussi, ils vont, en bon québécois, ils vont vous en donner, ils vont livrer. Alors on peut se demander quand même après ça ce que c'est que la création, comment on la définit. Moi j'ai une définition très simple de la création. L'approche combinatoire. Coller deux idées ensemble, oui, c'est la création. C'est la définition de Maldoror, hein, une définition poétique. Mais dans les faits, la création, c'est de la combinaison. Mais de la combinaison qui produit quelque chose de nouveau, qui va être porteuse de sens et qui a un effet. Créer pour soi, créer dans son coin, relativement peu d'intérêt. C'est-à-dire le créateur intimiste, d'accord, il s'amuse, mais il ne faut pas être trop modeste là-dessus. Hein. Il y avait, sans être faussement modeste, dans le questionnaire qu'on avait tout à l'heure, dans l'atelier 1, créer, c'est changer le monde. Alors, il faut avoir l'audace et le courage de changer le monde. Alors, changer le monde, ça demande aussi d'être accompagné, ça demande d'être supporté par un management, et ce petit dessin, il n'est pas neutre, hein. Un management qui pose certaines limites, un management qui co-crée une vision avec les employés, l'intégration de la diversité, puis des individus, des personnes qui ont le droit d'explorer, de bouger, de composer leurs couleurs, littéralement. Donc un management ouvert, curieux, transparent, collectif, rassembleur. Je vous passe les détails, bon, il y a un paquet d'ouvrages extrêmement intéressants là-dessus. Là où je vais être un tout petit peu plus conceptuel, c'est sur ce phénomène-là. Je crois que c'est l'un des phénomènes les moins bien compris et les moins théorisés du management contemporain. En gestion, ça, le management d'innovation, en fait, on connaît ça depuis Schumpeter, depuis les années 50. On a des processus pour ça. Les processus de développement de nouveaux produits, StageGate, ce genre de choses. Dans les faits, les entreprises maîtrisent ça très bien. L'enjeu, c'est où? On va dire l'enjeu, c'est la création. J'y reviens dans un instant. Mais si on veut de la création, puis on l'a bien entendu avec M. Vox ce matin, si on veut de la création, il faut alimenter en amont. Donc si on veut parler de management de la création, il va falloir avant tout raisonner en termes de management des connaissances, d'absorption, d'accumulation de connaissances diverses, riches, pour être capable ensuite, par phénomène de combinaison, de créer. Dans les faits, ce qui est remarquable, c'est du point de vue de la recherche en gestion, gestion des connaissances, on connaît assez bien ça, depuis la fin des années 70 en particulier. Gestion d'innovation, on maîtrise même plutôt bien. Gestion de la création, ça demeure encore assez mystérieux. Alors je voulais faire quelques propositions dans ce domaine, mais avant ça, souligner quelles étaient les dynamiques à l'œuvre derrière ces trois dimensions, connaissance, création, innovation. Dans les faits, puis j'ai beaucoup aimé cette métaphore de l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide, parce qu'on les retrouve ici.
Ce qui prouve qu'au fond, on est peut-être en train de comprendre des choses sur ces phénomènes-là, collectivement. Première idée, les connaissances, elles sont portées par les personnes. Les organisations ne connaissent pas, les organisations ne savent pas, les personnes connaissent, les personnes savent. Donc les personnes, elles sont connectées à la connaissance scientifique, aux technologies, au social, aux usages aussi, au milieu, et c'est comme des petits atomes qui se cherchent des connexions. La gestion des connaissances, elle doit porter sur cette dimension-là. Là, on est au niveau de l'individu. La gestion de l'innovation, les processus de management de projet, très bien maîtrisés, hein, j'insiste à nouveau, on sait bien faire ça. Et alors, là où les organisations et les entreprises sont bonnes, c'est dans le management des projets. Une fois que l'idée est encapsulée, on la prend, on va la travailler, on va la concrétiser, on la budgète, on l'emmène au marché. Le marketing sait très bien faire ça. L'étape la plus délicate, c'est cette étape remarquable qui est l'étape de la création. Et le constat qu'on peut faire à la suite d'un certain nombre de travaux de terrain, je dois dire, c'est que cette étape, elle est essentiellement sociale. Cognitive, bien sûr, mais essentiellement sociale. D'où vient la création de l'ouverture, de la rencontre, du partage, de l'émulation, de la construction sur les connaissances de l'autre. Alors, comment ça fonctionne? Ça se gère en s'appuyant sur des communautés de pratique, ça se gère en envoyant les employés un petit peu plus à l'extérieur, ça se gère en les alimentant en connaissances, et puis là, on peut mobiliser forums, intranet, etc., etc. Alors, à partir de là, j'avais une petite proposition que j'essaye de garder très légère, qui va peut-être avoir l'air légère, mais qui est une façon d'encapsuler ce que serait de l'innovation ouverte, de la création ouverte. Alors, vous voyez quelques questions. Comment fait-on pour manager cette rencontre et cette chaîne, si vous voulez, de la création? Je voulais partager avec vous une approche en 15 étapes, très simple, qu'on appellerait en anglais no-nonsense perspective, c'est-à-dire une perspective de sens commun, ou de bon sens, si on est capable. Alors, on n'est pas, en québécois, on a une belle expression, on dit pelleter les nuages, hein, quand on est dans des élucubrations. Et remue-ménage pour brainstorming, qui est une expression d'une poésie. Remue-ménage, pensez-y. Hein, remue-ménage. Alors, cette perspective de sens commun, c'est essayer de voir comment ça fonctionne en action, en particulier en s'appuyant sur des travaux qu'on a conduits sur la plupart de ces grandes organisations. Certaines en partenariat, d'autres sur des données secondaires. Juste pour vous dire que on est crédible. Hein. Vous savez, la peinture de la légitimité. Hein. Alors, première idée, faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Et créer seul, c'est difficile, c'est un peu ennuyeux, souvent c'est un peu triste. Faites-vous des amis. Travaillez pas tout seul. Travaillez pas tout seul. Ça, c'est très intéressant de voir que les phénomènes d'alliance, de fusion, d'innovation ouverte amènent les organisations à s'ouvrir à l'autre, quel qu'il soit. Faites-vous des amis. Posez la question. On a essayé de la trouver plusieurs fois aujourd'hui, la question. Mais quel est le problème collectivement que l'on veut se poser? Quel est le défi auquel on veut s'attaquer? Quelle est la finalité à laquelle on veut répondre? Mais posez la question, et là encore, faites-le avec vos amis, faites-le collectivement, ne le faites pas seul. Vous verrez que c'est toujours beaucoup plus long de le faire collectivement. Troisième idée, allez jouer dehors. Alors évidemment, quand je dis ça à des grandes entreprises, au début, je me fais regarder de travers, là, je leur explique. Je leur explique comment Procter & Gamble, en 2003, est passé au modèle ouvert, en allant sur des plateformes comme Innocentives, en envoyant des ethnologues sur les marchés au Vietnam, en recrutant les chercheurs de leurs propres fournisseurs, etc., etc. Allez jouer dehors, allez voir ce qui se passe dans le vrai monde. IDEO fait exactement la même chose. Hein. Ethnographie des usages, présence sur le terrain, compréhension des stakeholders et des parties prenantes. Invitez vos amis. Vous n'allez pas aller jouer dehors tout seul. Vous allez poser la question collectivement. Allez dehors et posez-vous la question ensemble. Observez collectivement sur le terrain comment ça se passe. Et ensuite, vous rentrez chez vous. Alors, oui, pardon, j'en oublie une. Explorez de nouveaux terrains de jeu. Allez pas toujours voir vos clients, les clients que vous connaissez bien. Hein. Ça donne des choses comme la PlayStation 3 de Sony, qui est une machine développée pour les joueurs hardcore sur le marché. 5% du marché. Faites plutôt Nintendo. Allez voir les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Aujourd'hui, le cœur de cible de Nintendo avec la DS au Japon, c'est les plus de 55 ans. Sony ne s'est jamais attaqué à ce marché-là. Nintendo est leader sur le marché. Explorez donc de nouveaux terrains de jeu. Allez voir ailleurs, mettez-vous en danger. Allez voir les plus jeunes, les plus vieux. Allez voir des gens dans des univers technologiques que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des choses à apprendre de ces gens-là. Faites-vous de nouveaux amis sur ces terrains de jeu-là. Un exemple que j'aime
beaucoup. Le directeur des labos de recherche et développement de Toyota avait été fasciné par les dessins animés de Miyazaki. Vous savez, Studio Ghibli, Totoro, etc. Vous savez où se trouvent maintenant les ateliers de Ghibli? Ils sont situés dans les locaux de la recherche et développement de Toyota. Ça, c'est remarquable. C'est remarquable. Et ces gens-là s'inspirent les uns les autres. Faites-vous des nouveaux amis, invitez-les chez vous, exactement ce que je viens de vous citer. Travaillez avec des gens qui ne vous connaissent pas. Alors c'est sûr que ça peut être un peu angoissant, un peu anxiogène, surtout dans les organisations un peu carrées. Mais c'est comme ça que vous allez être confronté à de nouvelles idées. Reposez la question. Votre problème, vous pensez en avoir fait le tour, reposez la question, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus informée, avec des gens qui vont mettre à l'épreuve vos idées. Écoutez, discutez, débattez, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Ce temps qui peut sembler, des fois vous avez l'impression d'avoir raison, vous savez à l'avance. Prenez le temps d'en discuter, vous allez voir que les idées, elles vont encore s'enrichir à nouveau. Racontez des histoires, on l'a vu beaucoup aujourd'hui, l'importance de donner du sens à ce qu'on veut faire, l'importance de donner du sens à nos idées. Ces 5 boîtes-là, elles racontent des histoires. Ça, je trouve ça remarquable. Les boîtes, donnez-vous des objets. On ne crée pas sans objets. Créez seulement à partir de concepts. Très rares sont les gens qui arrivent. Les mathématiciens, certains grands scientifiques, les logiciens, donnez-vous des objets. Jouez avec, manipulez-les, donnez-vous des exemples concrets. En théorie d'innovation, on appelle ça des exemples frontières. Pourquoi? Parce que c'est sur l'objet qu'on va pouvoir se rencontrer. L'objet, il a une grande vertu, il ne ment pas. Il est là. Il est là. Il est là et il est neutre. Donc il va falloir débattre, négocier, discuter sur ces objets-là. Montrez vos objets. Hein, créer, les gens de IDEO là aussi disaient, créer des marchés pour vos prototypes. Sony, il y a 15 ans de ça, le faisait. Hein, créer un prototype, le mettre sur le marché, et en fait, ils ont créé 3 en général des prototypes. Ils mettaient les 3 sur le marché auprès de Focus Group, et puis ils écoutaient les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Montrez, plus vous cachez, moins vous allez être créatif. Alors c'est un des grands paradoxes, mais ouvrez-vous, ouvrez-vous. Et puis, essayez vous-même, mettez-les à l'épreuve, ces objets, expérimentez-les, faites-les essayer par des gens qui ne les connaissent pas, littéralement jouer. De ce point de vue-là, j'avoue que je suis un gros fan de cette idée du jeu, de la métaphore ludique en gestion. Si on veut créer, il faut jouer. S'il n'y a pas de jeu, il n'y aura pas de fun, s'il n'y a pas de fun, il n'y aura pas de création. Et puis là, on peut revenir sur des choses très sérieuses. Une fois que vous avez joué avec, vous comprenez les limitations de vos objets et vous pouvez les retravailler. Et c'est jamais fini. Recommencez jusqu'au jour où le management va vous dire, bon, bah là, il faudrait peut-être livrer quand même. Mais il faut s'appuyer sur ces cycles qui, au fond, ne sont rien d'autre que des cycles d'apprentissage. Mais d'apprentissage concret, d'exploration, totalement socialisé et qui vous permettent d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Juste pour conclure en quelques slides, ce que nous faisons pour essayer d'avancer dans ces phénomènes-là, avec mes collègues d'HEC et d'autres, justement, on essaie de rassembler, on essaie de connecter, on essaie de développer des projets concrets, on ne fait pas juste rechercher et enseigner. 2 exemples de ce qu'on fait, HEC 3 en fait, HEC Montréal, on pilote depuis 2 ans avec un de mes collègues, une plateforme, 3 ans en fait, qu'on a appelée Mosaïque, qui est en fait une plateforme, on n'a pas trouvé de meilleur mot, un terrain de jeu dans lequel on a invité des grandes entreprises, Ubisoft, Bell Canada, IBM a été partenaire, le Cirque du Soleil est partenaire, quelques autres de ce format-là, déjà aussi un peu plus sérieux, la Banque Nationale, ces gens-là, avec des associations, avec des collectifs de création, avec l'Underground montréalais, et ces gens-là ont fait en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils échangent sur des thématiques créatives. Et là, c'est un peu l'auberge espagnole, mais l'un apprend de l'autre de façon très très naturelle, et tout ça finit par se traduire en programme de formation en général. On pilote chez Ubisoft depuis 3 ans un programme de formation pour former à la créativité les 200 gestionnaires de premier niveau. Une école d'été en management de la création qui démarre le 2 juillet cette année. 70 personnes cette année, à peu près un tiers d'étudiants second, troisième cycle, un tiers de gestionnaires de création, professionnels de la création, un tiers de décideurs, collectivités territoriales et académiques. Tout ce beau monde, pendant une semaine, vit, expérimente, goûte le meilleur de la création à Montréal. On essaie de formater des fois un peu ça. On prend l'avion tous ensemble et on passe la même semaine à Barcelone. On essaie de goûter, d'expérimenter, de vivre le meilleur de la création à Barcelone. Alors il y en aura, là il est trop tard pour s'inscrire, on a fait le plein, mais pour l'année prochaine, vous êtes bienvenus, le projet il est en train de s'ouvrir d'ailleurs. À partir de ce qu'on fait dans Mosaïque, on est en train de développer un hub, c'est-à-dire à partir de Montréal, de se connecter à des institutions, Résonance pourrait être une institution intéressante, invitation ouverte, à se connecter à des institutions dans le monde entier
pour systématiquement mettre en place chez ces gens-là, que je vais vous présenter très très brièvement, des semaines de la créativité. 15 novembre cette année, à Strasbourg, une semaine de la créativité avec des thématiques comme la propriété intellectuelle, la créativité scientifique, avec la créativité territoriale, comment peut-on rendre un territoire un peu plus créatif. Alors, les fondements du projet, c'est cette idée de rencontre des arts, de la science, de l'industrie et d'une perspective citoyenne sur la créativité. Une de nos découvertes, presque une surprise depuis 2 ans, c'est de voir qu'il y a un intérêt vraiment grassroots, émergent de la part des citoyens pour mettre en place des projets créatifs sur une thématique qui n'est pas du tout économique, sur une thématique très simple. Comment peut-on améliorer l'être ensemble et le vivre ensemble, en particulier dans des contextes très situés, les quartiers des villes, des villages, des territoires. L'université d'été, je viens de vous en parler, je n'insisterai pas là-dessus. Le Hub Mosaïque, en 2 ans, voici les gens avec qui on a connecté. Donc une semaine de la créativité à Strasbourg cette année, une semaine de la créativité à Sao Paulo au mois de février, une semaine de la créativité à Osaka l'automne 2011. On est dans cette démarche. L'idée, c'est finalement, en connectant ces gens-là, on apprend les uns des autres et on essaye d'être capable de simplement mieux, plus, de façon plus rapide, créer ensemble. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. S'il y a quelques questions. Il est très fort.